Vandalisme ou incendie criminel, les actes anti-juifs se multiplient en France. Cette fois, c'est à Marseille qu'une synagogue a brûlé. Appel à la raison de Jacques Chirac et Lionel Jospin. Avec nous dans ce journal, Roger Kukierman, président du Conseil des institutions juives de France, et Soher Bencher, grand moufti de Marseille. Bonsoir messieurs et à tout à l'heure. Va-t-on vers une occupation totale de la Cisjordanie? Opération en cours à Tulkarem et à Bethléem. À Ramallah, l'armée israélienne dresse un barrage de sable et de barbelés autour des bureaux d'Arafat. Dernière minute, explosion d'une voiture piégée à Jérusalem-Ouest. Il y a au moins 3 blessés, dont un grave. 1800 touristes coincés sur l'île Dieu ce soir. Impossible de regagner le continent. Les pêcheurs bloquent le port. Ils réclament plus de soutien après l'abandon des filets maillants dérivants. La nouvelle aventure de Jean-Louis Etienne, 3 mois seul au pôle Nord, à dériver sur la banquise dans cette capsule, départ vendredi. Enfin, une vache qui donne de l'eau en Suède, l'arrestation de Ben Laden à New Delhi, voilà quelques-uns des poissons d'avril de ce cru 2002 dans le monde. En France, la télé est de plus en plus sérieuse, on reviendra sur les grands canulars de l'histoire. Bonsoir à tous et joyeuse Pâques, il est encore temps. L'actualité de ce 1er avril est dominée une fois encore par le Proche-Orient et l'offensive israélienne tous azimuts. Première étape, Ramallah, coupée du monde ce soir. La ville est interdite aux diplomates étrangers et théoriquement aux journalistes. Notre équipe, emmenée par Bertrand Koch et Philippe Luzzi, a pu contourner les barrages. La capitale économique et politique de la Cisjordanie est devenue une ville fantôme. Voici leur reportage. Tous les accès à Ramallah sont contrôlés par les blindés israéliens. Toute la ville est occupée, notamment le centre, où se poursuivaient aujourd'hui les opérations de ratissage. Les soldats israéliens n'ont pas d'adversaire visible. Pourtant, toute résistance n'a pas cessé. Cet après-midi, 8 d'entre eux ont été blessés par des tireurs embusqués. On dirait une ville évacuée. En réalité, la population se terre chez elle. Faire ses courses relève de l'exploit. Tous les magasins sont fermés. On est coincé à la maison, c'est la pire situation qu'on n'ait jamais connue, reconnaît ce vieil homme qui dit pourtant n'avoir rien craint. N'ayons pas peur, l'exhorte une voisine, gardons la foi. La voisine nous entraîne chez elle, ou plutôt chez son fils qui est en Amérique. Les soldats israéliens ont tout fouillé, dit-elle, ils ont même pris de l'argent qui se trouvait là, prétend la Palestinienne, dont les 4 autres fils ont été arrêtés vendredi. Depuis, elle en est sans nouvelles. Ce sont ces arrestations qui occupent d'abord les soldats israéliens. Par petites unités, ils fouillent les maisons et les appartements. Il y a des rumeurs d'exécutions sommaires. Nous sommes allés à la morgue où reposent les victimes des 3 derniers jours. Les 2 plus récentes, un jeune homme et un vieux, ont été tués d'une balle dans la tête, presque à bout portant, explique l'un des médecins. Leur mort remonte à la nuit dernière. Pour l'instant, pas question de funérailles. Les Israéliens ne donnent pas l'autorisation de restituer les corps aux familles. Comme celui des vivants, le sort des morts appartient à l'occupant. La capitale de l'autorité palestinienne est aujourd'hui totalement aux mains de l'armée israélienne. L'administration palestinienne n'existe plus, mais personne n'est encore en mesure de dire s'il s'agit d'une occupation provisoire ou bien d'une reconquête. Pardon pour ces petits problèmes de son, nos équipes travaillent bien sûr dans des conditions très précaires. Depuis 48 heures, vous le savez, Yasser Arafat est confiné dans un 2 pièces, encerclé par les militaires israéliens qui dressent autour de ses bureaux des sacs de sable et des barbelés, selon une source palestinienne. Alors avec lui, dans ce réduit, nous sommes en ligne, en direct avec Claude Léostic. Bonsoir, vous faites partie de ces militants pacifistes qui ont décidé de rester avec le leader palestinien. Est-ce que vous nous confirmez ces informations d'encerclement? Et quelle est la situation ce soir? Oui, en effet, bonsoir. Nous sommes une quarantaine de Français et Américains à être avec le président Arafat et ses collaborateurs et de nombreux soldats palestiniens dans le bâtiment qui est encerclé par les soldats israéliens. Et nous avons décidé de le faire pour à la fois manifester notre solidarité et pour jouer concrètement un rôle de bouclier humain au cours de cette attaque qui est menée contre lui. Et vous venez, je crois, de parler à Yasser Arafat. Quel est son état d'esprit? Oui, exactement. Ça fait environ 1 heure. Il est, ma foi, extrêmement calme, très déterminé. Il travaille. Il traite des dossiers, il prépare très certainement une défense de son bâtiment qui est complètement encerclé, qui n'a pas d'électricité la moitié du temps, qui n'a pas d'eau. Le problème d'eau est majeur ici.
qui n'a pas de ligne téléphonique et simplement quelques téléphones portables qui parfois nous permettent de communiquer avec l'extérieur. Cependant, sa détermination est intacte. Merci Claude Léostic pour ce témoignage. J'ajoute que José Bové, arrêté hier, qui était avec vous, arrêté après sa visite à Yasser Arafat, doit être expulsé dans les heures qui viennent par les autorités israéliennes. Israël qui poursuit donc son offensive d'une ampleur jamais égalée. Après Ramallah, Kalkilia et Tulkarem, où les chars sont entrés cet après-midi, c'est la ville autonome de Bethléem qui est en ligne de mire avec une très forte concentration de troupes. Mais là encore, et comme à Ramallah, des militants pacifistes venus de plusieurs pays occidentaux veulent s'interposer ou en tout cas témoigner. Reportage Alain Chalvron, Gilles Jacquier. La scène se déroule près de Bethléem à Beit Jalla, en partie occupée par l'armée israélienne. Des militants pacifistes venus d'un peu partout dans le monde vont manifester devant les chars. Sur la banderole, on peut lire « La paix, pas la guerre ». Et c'est le face-à-face. Bilan, une Australienne gravement blessée, 7 militants dont une Française légèrement touchée, ainsi que 2 Palestiniens. À l'hôpital, Mr. Budd, venu de Londres, garde son flegme. Malheureusement, je n'ai pas été trop surpris. J'ai été surpris que cela m'arrive à moi. Ces militants du mouvement international de soutien aux Palestiniens sont arrivés dès le début des combats pour se déployer en Cisjordanie et à Gaza. Ils sont dans le bureau d'Arafat à Ramallah et dans des camps de réfugiés comme ici à Al-Aza, près de Bethléem, où un couple américain attend avec les Palestiniens l'arrivée des soldats israéliens. Après le 11 septembre, dit Paul, j'ai voulu comprendre pourquoi l'Amérique était tellement haïe dans cette partie du monde. Tsahal n'aime pas cette présence internationale qu'elle qualifie de soutien au terrorisme. Et à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Vatican, le pape Jean-Paul II a appelé les fidèles rassemblés place Saint-Pierre à prier pour Bethléem, ville de naissance de Jésus, qui en ce moment se trouve en grave danger, a-t-il indiqué, dénonçant, je cite, une guerre qui ne résout rien. Autre réaction très attendue, celle des États-Unis, bienveillante pour Ariel Sharon, à qui George Bush demande de garder ouverte la voie de la paix. Il appelle en revanche Yasser Arafat à dénoncer les activités terroristes. Yasser Arafat qui semble en perdition, mais l'histoire récente a montré que le leader palestinien avait toujours su tirer parti de ce genre de situation. Jean-Marc Ilouz. Beyrouth 1982, Yasser Arafat à la Baraka. Dans la capitale libanaise où il se terre avec ses hommes, après son évacuation du sud Liban, il survit 80 jours durant aux obus de l'aviation et de l'armée israélienne. La diplomatie fera le reste, la France négociera son départ du Liban pour Tunis. Il échappe donc une première fois au général Sharon qui s'était juré de détruire, je cite, les infrastructures terroristes de l'OLP au Liban. Tunis, 1985. Dans son quartier général, une villa au bord de la mer, Arafat continue de diriger l'organisation de libération de la Palestine. Il sortira sain et sauf d'un tir direct de l'aviation israélienne. Baraka, bénédiction divine, presque le même mot en arabe et en hébreu. Tripoli 1992, Yasser Arafat est pratiquement indemne après un accident d'avion en Libye. Cette fois-ci, Israël n'y était pour rien. Ramallah 2002, depuis la nouvelle incursion israélienne, le chef de l'autorité palestinienne ne règne plus que sur quelques mètres carrés de bureaux. Seul un mur le sépare de ses adversaires, mais le dos au mur le revoilà populaire chez ses ennemis intimes. Vendredi, les extrémistes du Hamas brandissaient une fois n'est pas coutume le portrait de Yasser Arafat dans les rues de Gaza. Et toujours concernant Yasser Arafat, cette réaction de Shimon Peres qui montre que le gouvernement israélien se divise. Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, appelle à alléger le siège d'Arafat, critiquant ainsi la ligne d'Ariel Sharon. Autre réaction à cette situation, celle de la rue dans les capitales arabes avec des manifestations de grande ampleur. Exemple ici au Caire où plus de 50 000 personnes ont réclamé la rupture des relations avec Israël, du jamais vu depuis le début de la seconde intifada. Des heurts très violents ont eu lieu avec la police.
Manifestation aussi en Jordanie, seul autre pays arabe à entretenir des relations avec l'État hébreu. Il a été question aujourd'hui d'expulser l'ambassadeur d'Israël. L'information a été finalement démentie officiellement. Journée marquée par une grève générale et plusieurs appels à la guerre sainte. Enfin, image de Tripoli, en Libye, où le colonel Kadhafi a pris la tête de cette manifestation monstre de plus de 100 000 personnes. Et il a appelé les pays arabes à défendre les Palestiniens par les armes. Manifestation également à Tunis ou au Liban. Je vous le disais en titre, il y a quelques minutes, ce nouvel attentat à Jérusalem-Ouest, une voiture piégée contrôlée par des policiers israéliens, a explosé tout à l'heure à Jérusalem-Ouest. Il y a 3 blessés, dont un grièvement atteint, l'un des policiers qui avait opéré ce contrôle. En France, je vous le disais, ce nouvel attentat anti-juif considéré là encore comme le contre-coup de ce conflit du Proche-Orient. Après Lyon, après Strasbourg, c'est l'une des 42 synagogues de la ville de Marseille qui a été l'objet d'un incendie criminel. L'indignation est très vive, des milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi. Sur place, Caroline Gauthier, Christophe Larocca. Jamais une synagogue n'avait connu un tel sort, réduite en cendres en quelques minutes la nuit dernière. Selon les enquêteurs, le foyer principal de l'incendie se situerait dans la bibliothèque. L'hypothèse privilégiée serait celle d'un acte criminel. Je sais comment ils ont construit avec ferveur et avec passion cette synagogue. Et je sais que ce matin, c'est un jour de deuil pour eux. Abattu, je veux dire, on n'a pas besoin de rajouter tellement de mots quand on voit le désastre et le résultat. Indigné et très en colère. S'il faut qu'on mette des gens à nous pour monter la garde, on le fera. Avec tous les risques que ça comporte. Et je ne souhaite pas y en arriver là. À cette question de la sécurité, le préfet de police, le préfet de région répondent aujourd'hui par un dispositif de surveillance renforcée à proximité des 43 synagogues et des 17 écoles juives que recense Marseille. Dans l'après-midi, pour témoigner de leur chagrin et de leur incompréhension, des milliers de fidèles ont accompagné les parchemins de la Torah pour les enterrer. À leur côté, symboliquement, des musulmans. N'allons pas vite en besogne, nous disons simplement que par solidarité on est toujours là, quel que soit le problème, je vous dis, quelle que soit la communauté qui est touchée. Là, nous pensons que quand même c'est un acte très grave et on est là, point. Non loin de là, le quartier des Cailloles, où vit une population à majorité musulmane, s'inquiète des répercussions d'un tel acte. On n'a pas le droit de toucher à une synagogue. C'est comme une mosquée, c'est comme une église. On a peur parce qu'on se dit, s'ils croient que c'est les Arabes qui ont fait ça, mais les Juifs ils vont venir nous faire ça, nous les Arabes. Alors que nous, on n'est pour rien ici en France. Un message que toutes les confessions répètent à l'envi. Plus que jamais, place doit être faite au dialogue entre tous les Marseillais. Oui, des actes de vandalisme qui se multiplient à Nice. C'est le centre religieux Shalom, dans le quartier populaire de l'Ariane, qui a été pris pour cible. Baies vitrées et volets mécaniques brisés. Dans un autre quartier, des fidèles qui quittaient un lieu de culte de la communauté juive ont été l'objet de jets de pierre. À signaler aussi que chez nos voisins belges, 5 bouteilles incendiaires ont été lancées contre une synagogue à Bruxelles. Ces actes ont suscité l'indignation au plus haut niveau de l'État. Jacques Chirac, en visite au Havre, a fait un détour par la synagogue. Lionel Jospin, qui recevait il y a 1h30 des représentants de la communauté juive et d'associations de défense des droits de l'homme, a fait lui aussi une déclaration. On écoute les deux hommes. Ces actes sont tout à fait inimaginables, impardonnables, inqualifiables et doivent être poursuivis et condamnés comme tels. Ils sont indignes de la France, ils sont indignes des Français. Et j'ai demandé au gouvernement de renforcer encore les précautions qu'il a prises, notamment pour ce qui concerne les lieux de culte et plus généralement l'ensemble de la communauté juive. Et je tiens à dire à celle-ci à la fois ma solidarité, mon émotion et mon indignation. Que tout regain ou toute manifestation d'antisémitisme, quel qu'en soit le prétexte, sera extrêmement fermement pourchassé et réprimé par la justice de notre pays. Nous devons vivre dans notre communauté nationale ou sur notre territoire national dans le respect des valeurs de la République, dans le respect des uns et des autres.
Lionel Jospin qui annonce un renfort de plus d'1 millier d'hommes pour protéger les synagogues dans une dizaine de villes. Bonsoir Roger Kuckerman. Vous étiez précisément dans le bureau du Premier ministre il y a 1h30. Vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Quel est votre état d'esprit ce soir? Est-ce que vous êtes vraiment inquiet? Bien sûr, ça fait déjà plusieurs mois que nous avons exprimé notre inquiétude sur les événements qui frappent la communauté des Juifs français. Au cours du dîner du CRIF, j'avais eu l'occasion de m'exprimer et d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les nombreux actes commis contre la population juive depuis le début de la nouvelle intifada. Nous les avions aussi chiffrés à plusieurs centaines. La réaction des pouvoirs publics à l'époque a été de dire « vous exagérez, c'est le résultat de la violence banale, de la violence ordinaire ». Et on voit bien que là, nous avons affaire non pas à la violence ordinaire que nous subissons comme tous les Français, mais nous avons en plus le malus, si j'ose dire, de la violence spécifique aux Juifs et ce qui se passe de voir des synagogues agressées, des écoles maternelles agressées est particulièrement inquiétant. Alors bien sûr, on l'explique par les événements du Proche-Orient, mais je voudrais quand même rappeler que si les arabo-musulmans ont de la sympathie pour la cause palestinienne, ce que je comprends parfaitement, les Juifs ont aussi de la sympathie pour la cause israélienne et ils ne traduisent pas cette sympathie par des actes de violence, ils n'agressent pas les mosquées, ils n'agressent pas les écoles coraniques ou les imams. Il y a donc une violence unilatérale qui est totalement inacceptable. Alors, dialogue entre les représentants de deux communautés ce soir, puisque Soeb Bencher est avec nous également. Bonsoir, vous êtes docteur en théologie, grand moufti de Marseille, où s'est produit donc un nouvel incendie contre une synagogue aujourd'hui. Vous dites, Soeb Bencher, vous avez condamné, bien entendu, très fermement cet attentat aujourd'hui. Vous dites, n'exagérons pas, ça reste marginal. Vous dites, il y a un vrai phénomène inquiétant, on doit, nous, faire quelque chose. Bonsoir. Bien sûr, je crois qu'il faut absolument condamner, sans retenue, sans détour, tout ce qui touche aux synagogues, aux institutions juives. D'ailleurs, au même titre que n'importe quelle institution communautaire ou autre en France. La France, ce havre de paix, nous offre la possibilité de dialoguer, de s'exprimer librement. Et en aucun cas, cette société qui a l'habitude de donner des leçons, elle reçoit aujourd'hui l'exemple. Alors quel est votre message à Roger Kuckerman? Eh bien écoutez, je pense que nous sommes très peinés devant ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment lorsqu'il y a un agresseur et un agressé sans qu'il y ait une force tierce pour séparer les belligérants. Là, je m'adresse aux autorités françaises qui ont l'habitude d'être proches des aspirations des peuples, qui ont l'habitude d'être proches des libertés et le droit, de vraiment être fidèle à son rôle et continuer son combat, et surtout ne pas occulter en ce moment d'élection ce dossier ô combien sensible. Soeb Bencher, vous parlez de la Cisjordanie, vous ne parlez pas de Marseille. À Roger Kuckerman. À Marseille, nous l'avons condamné et demain nous allons célébrer tous ensemble, tous les dignitaires des religions qui partagent Marseille. Ils vont célébrer une prière commune, suivie d'une déclaration commune. Et bien sûr, nous sommes en train de dire à nos jeunes musulmans, si ces attentats sont commis par des jeunes musulmans, qu'en aucun cas nous acceptons ce genre d'actes comme réponse, même si nous sommes affectés ou nous avons une solidarité naturelle avec le peuple palestinien. Roger Kuckerman, qu'est-ce que vous souhaitez Moi, je répondre ? remercie le grand mufti de Marseille, M. Bencher, de ses paroles apaisantes, mais je tiens à lui signaler quand même que lorsqu'il a traité aujourd'hui même l'armée d'Israël d'armée sanguinaire, il ne contribue pas à l'apaisement, puisqu'il sait que l'origine des événements que nous subissons en France est précisément la montée des pressions. Et je dois dire que le climat du journal télévisé auquel on a assisté et du climat qui règne d'une manière générale, qui tente à angéliser Arafat et à diaboliser le Premier ministre israélien, contribue à créer ce climat. Je tiens quand même à rappeler qu'on est en face d'une situation où en un seul mois, au mois de mars, il y a eu 120 hommes, femmes,
femmes enceintes et enfants qui ont été déchiquetés par des bombes dans les cafés, dans les autobus, dans les bistrots. Et ça, c'est quand même le résultat de l'ensemble de la direction palestinienne, autorité palestinienne, Hamas et Djihad islamique réunis, qui convergent vers un seul but, malheureusement, et semble-t-il, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et 120 morts en un mois, pour un pays de 6 millions d'habitants, ce serait l'équivalent de 1200 morts en France en un mois. C'est quelque chose d'intolérable. Et est-ce que le peuple israélien n'a pas le droit de se défendre, de se défendre contre ces agressions? Les agressions ne sont pas unilatérales, il faut le dire, et on ne le dit pas assez. Merci messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va éviter précisément de faire un débat sur le sujet israélo-palestinien, puisqu'il est question de la France ce soir et du respect de la liberté de culte. J'ajoute monsieur Kukierman, qui n'est en tout cas pas dans nos intentions d'angéliser qui que ce soit. Nous faisions d'ailleurs l'écho d'un attentat ce soir à Jérusalem-Ouest, qui est sans doute le fait du Hamas ou d'une autre organisation palestinienne. Pas de revendication pour l'instant. Nous aurons sans doute des détails dans le cours de ce journal. Pour clore ce chapitre, l'appel tout de même de Leila Chaïd, la déléguée générale de la Palestine en France. Justement, elle est à Jérusalem en ce moment. Elle se dit alarmée par la recrudescence de ces actes antisémites sur le sol français. Elle lance un appel sans détour. On l'écoute. Je trouve que c'est inadmissible. Je trouve que c'est même plus qu'inadmissible. C'est comme si on assassinait doublement les Palestiniens. Le combat du peuple palestinien n'a jamais été un combat ni contre le peuple juif, ni contre la religion juive. Il est contre la politique d'un État que nous avons par ailleurs reconnu, mais à qui on reproche au niveau de son gouvernement actuel de ne pas vouloir la paix. Il faut absolument que ceux qui soutiennent ou ceux qui protègent ou ceux qui font semblant de comprendre cet amalgame que font ceux qui pour moi sont des délinquants qui devraient être très sévèrement punis par l'État français. Il faut qu'ils leur disent qu'il faut exactement la politique d'Ariel Sharon. Ils tuent la cause palestinienne. Dans l'actualité française de ce lundi de Pâques également, les préparatifs en vue de l'hommage solennel qui sera rendu demain aux 8 élus de Nanterre tués la semaine dernière. Toute la population de la ville est invitée à y participer. Les écoles, les administrations seront fermées. Une cérémonie aura lieu à 10 h au stade municipal en présence de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Stéphane Bretner, Pascal Caron. Rien ne destinait ces élus modestes à devenir célèbres. Pourtant, demain matin, leurs visages flotteront en haut des mâts du stade Gabriel-Péri. Plusieurs milliers de personnes sont attendues ici pour rendre hommage aux 8 victimes de Richard Dur. Laurent Elgozi a été blessé dans la fusillade. Pour lui, cette cérémonie est nécessaire, mais pas suffisante. Qu'on soit rassemblés dans un hommage, c'est indispensable et c'est aussi complètement dérisoire, parce que ça ne va à rien, ça ne donnera pas plus de sens, ça n'expliquera rien. Au centre-ville de Nanterre, la blessure est encore profonde. Le fleuriste vient de terminer les couronnes pour la cérémonie de demain. Les familles les unes après les autres, lorsqu'on les connaît, on les voit les unes après les autres. Mais moi personnellement c'est dur, c'est très dur. J'ai du mal à supporter tout ça. Comme les administrations et les écoles, les commerces resteront fermés toute la matinée. Un bandeau noir en signe de deuil. Demain, Nanterre sera une ville morte. 6 élus sont toujours hospitalisés, l'un d'eux est encore dans le coma. En bref, un acte de malveillance contre un TGV, un de plus. Le train Nantes-Paris a essuyé des tirs hier soir près de la commune d'Écouflant. Pas de blessés ni de gros dégâts, mais des retards de 20 à 50 minutes. Une enquête est ouverte. L'énigme du Vercors. Il y a 3 mois, Laurence Alavoine, ingénieure en sécurité nucléaire, disparaissait lors d'une promenade. Selon son mari, elle travaillait sur des dossiers sensibles et avait peur pour sa vie. Pour lui, il ne s'agit pas d'un accident de montagne. Les enquêteurs, eux, restent très prudents. Charlotte Millet avec l'équipe de France 3 Grenoble. Laurence Alavoine n'avait, semble-t-il, rien d'une femme à histoire. Mère de 3 enfants, cette polytechnicienne travaillait jusqu'à sa disparition pour le groupe Schneider. Partie en montagne près de Grenoble pour une simple promenade, elle n'est jamais revenue. C'était il y a 3 mois. Aujourd'hui, son mari ne croit plus à la thèse de l'accident. Sa femme travaillait dans un service très sensible de Schneider. Avant de disparaître, elle avait confié à ses proches qu'elle se sentait menacée. J'avais découvert qu'il y avait eu un envoi de matériel nucléaire sensible et illicite vers l'Afghanistan. Et qu'il y avait eu apparemment une action de militaire française assez secrète pour arrêter ce matériel-là et le détruire avant le passage de la frontière. Ça, je ne sais pas comment elle a vu l'information. Impossible d'en savoir plus, le travail de Laurence était classé secret défense.
Récemment, elle avait assuré la rénovation de centrales nucléaires en Ukraine, centrales montrées du doigt depuis Tchernobyl. Son dernier voyage se serait mal passé comme son retour dans l'entreprise. Son mari a retrouvé un dossier dans lequel elle dénonçait le harcèlement moral dans son service. Elle y avait joint des cartes de visite de ses correspondants en Ukraine. J'essayais toujours d'en savoir plus, de savoir comment elle savait ces informations-là. Et à chaque fois, elle se refermait en disant que c'était trop dangereux pour nous si jamais on était aussi au courant de ça. C'est des frontières. Avec la fonte des neiges, les recherches devraient bientôt reprendre. On en saura alors peut-être plus sur sa disparition, complot ou banal accident de montagne. Dans ce massif, la découverte de corps n'est pas exceptionnelle au printemps, 1 ou 2 cas par an. Ce week-end de Pâques risque de se prolonger pour les 1800 touristes qui ont choisi l'Île-Dieu en Vendée. Les pêcheurs bloquent le port, impossible donc de rentrer. Pour les urgences, il y a l'hélicoptère. Pour tous les autres, il faut trouver des lits. S'il le faut, le gymnase sera réquisitionné. Un reportage Christophe de Valambra, Philippe Ritten. Ils demandent qu'on les laisse quitter l'Île-Dieu. Ce matin, les marins-pêcheurs ont entièrement barré le port de l'île. Plus aucune liaison possible vers le continent. Et ce soir, environ 2000 touristes sont bloqués ici. Moi, j'ai une exploitation maraîchère. Demain matin, j'ai des fraises à cueillir. Qui va les cueillir à ma place? Personne. Autant je suis tout à fait d'accord pour la liberté de s'exprimer, pour la liberté de chacun, autant je pense que la prise d'otage n'est pas une méthode qui est acceptable. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'être pris en otage. Ah ben oui, mais malheureusement, il faut en arriver comme ça. Le dialogue, maintenant, malheureusement, en France, il n'a aucun intérêt. Donc maintenant, c'est la force. J'espère que les politiques vont comprendre. Mais là, on est déterminés, on va jusqu'au bout. Le problème des pêcheurs de l'Île-Dieu est fiscal. Après l'interdiction des filets maillants dérivants par l'Europe, ils ont reçu des subventions pour reconvertir leurs bateaux. Mais selon eux, les sommes versées sont surtaxées et deviennent insuffisantes. S'ils ne nous fiscalisent pas là-dessus, on remet tout de suite l'argent dans les bateaux et la pêche continue. Mais là, ils sont en train de tuer la pêche, ou tout du moins la pêche au thon. Ce soir, quelques personnes ont pu quitter l'île par hélicoptère. Les autres seront hébergés dans les hôtels ou chez l'habitant. Demain, les pêcheurs ont rendez-vous au ministère de l'économie et des finances. En attendant, le port reste bloqué. Beaucoup plus grave pour ceux qui ont choisi les Canaries. Des trompes d'eau ont provoqué en quelques heures à peine de très impressionnantes inondations sur l'île de Tenerife. Elles ont déjà fait 6 morts. Agnès Gardet. Ce gamin aura finalement la vie sauve, grâce à l'intervention de 2 adultes, mais non sans mal. C'est ici, à Santa Cruz, la plus grande ville de Tenerife, que s'est concentré hier après-midi l'essentiel des précipitations. 224 litres d'eau par mètre carré en moins de 3 heures, de quoi prendre au piège les automobilistes et les habitants chez eux. J'ai entendu un grand crack. J'ai d'abord cru que c'était le pont qui avait cédé. En fait, c'était l'eau partout. Ma maison est inondée et d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir y rester. Avec le déluge, un flot de boue et de caillasses. Le bitume n'y a pas résisté. Les principales routes qui mènent à la capitale sont impraticables. Des dégâts qui disent la violence des pluies. Le bilan est d'ailleurs très lourd, 6 morts et une trentaine de blessés. À l'étranger encore, les Britanniques ont entamé ce lundi une période de deuil officiel de 9 jours en hommage à la reine-mère Elisabeth. 41 salves de canon ont été tirées dans de nombreuses villes du royaume et même à Gibraltar en l'honneur de la vieille dame. Et ce lundi, les jockeys britanniques portaient un brassard noir. Les courses de chevaux étaient en effet avec le jean, le péché mignon de celle qu'on appelait Queen Mum. Reportage Bernard Lebrun, Valérie Criton. À la une de la Gazette des courses, la reine-mère et ses jumelles. Un sport en deuil, dit le titre. Et en effet, aujourd'hui dans les paddocks, les jockeys portaient un brassard noir au bras gauche. Les courses en Grande-Bretagne sont considérées comme un sport de roi. La reine-mère avait une écurie de pur sang. La profession est en deuil. Elle était le grand ambassadeur du sport hippique. Et c'est un jour très triste pour le monde des courses en Angleterre. Sa Majesté nous a quittés. Alors, dans les tribunes cet après-midi, les turfistes ont observé une minute de silence. Le goût du jeu, considéré comme un plaisir et non un vice, au point que la reine-mère y sacrifia ses finances, fit aussi l'admiration des Britanniques pour cette vieille dame excentrique. C'est ce que nous explique le Léon Zitrone anglais. La reine-mère incarnait avec aisance tout ce monde de la gentry, de la campagne et des courses. Elle était le lien entre tout cela. Le lien entre les parieurs des villes et les éleveurs des champs. Le lien entre tous pour un sport aux origines aristocratiques et des plus populaires sur les champs de course.
Mardi prochain, jour des funérailles officielles de la reine-mère, il n'y aura pas de course hippique en Grande-Bretagne et c'est exceptionnel. Cet hommage n'a eu lieu qu'une seule fois, en 1997, lors du décès de la princesse Diana. Et pour la première fois, le prince Charles s'est exprimé à la télévision pour rendre hommage, je cite, à une grand-mère merveilleuse. On l'écoute. And ever since I was a child, I adored her. Her houses were always filled with an atmosphere of fun, laughter and affection. And I learned so much from her of immense value in my life. Politique en France, jour J-1 pour le dépôt des signatures. Les derniers parrainages doivent être déposés avant demain soir minuit. Jean-Marie Le Pen devrait les obtenir. Déclaration faite sur LCI. Nous aurons même un peu de marge, dit-il. Comme chaque soir, la campagne telle que vous la vivez. Ce soir, la parole aux anciennes ouvrières et ouvriers d'une usine Moulinex, celle de Cormelles-le-Royal, dans la banlieue de Caen. Carnet de campagne signé Agnès Molinier, Raymond Chaplard. Je remercie surtout les pouvoirs publics qui nous ont pas beaucoup aidés. Je remercie aussi le gouvernement Jospin ainsi que M. Chirac, parce qu'il ne suffit pas simplement de faire des déclarations à la télévision, sur les plateaux du journaux, tout ce que vous voulez, pour dire on va soutenir les Moulinex. Et résultat, aujourd'hui, tout le monde est à la rue. Sur plus de 1200 salariés, 43 seulement ont retrouvé un vrai emploi. Pour toutes les annonces, Les autres viennent ici apprendre à se vendre. Moi, ce que j'attends de la politique en premier, c'est retrouver du travail et qu'il n'y ait plus jamais de chômage, que ça n'existe plus. Pourquoi? Puis du travail pour tout le monde, plus de SDF, enfin c'est des choses qui sont un peu barbares à notre époque encore. Alors, nom, prénom, dans l'ordre que vous voulez. Y a-t-il une gauche en France? C'est ça qu'on devrait se poser la question. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour l'ouvrier? Pas grand-chose depuis 4-5 ans. Tout est fait pour le patronat. Arlette Aguillet, il y a longtemps qu'elle fait de la politique, mais c'est vrai qu'elle n'a jamais beaucoup percé. Mais c'est une personne qui respecte ses idées et qui... Moi, je crois en elle, puis j'aime bien sa façon de s'expliquer et puis de défendre les ouvriers. Il a suffi que l'usine ferme il y a 6 mois et les décennies d'expérience sont parties en fumée. Racontez votre vie. Vous êtes là pour solliciter un emploi. Vous n'êtes pas là pour prendre l'employeur comme assistante sociale. Est-ce que vous allez voter différemment en tant que demandeur d'emploi et ouvrier? Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si j'irai voter. Vous avez toujours voté avant? Oui. Toute votre vie? Oui. Toujours à gauche? Oui. Vous pensez qu'aujourd'hui vous avez plus besoin de la politique dans votre vie qu'avant? Elle se raccroche à quelque chose. On essaie de se raccrocher, voilà, c'est ça. C'est comme quand tout est perdu, on essaie d'avoir la foi en quelque chose. Alors on essaye d'y croire encore un peu. C'est plutôt positif quand même alors. Ah oui, pour l'instant je suis encore positive. J'y crois encore. La suite demain. Le retour du riz de veau dans nos assiettes, il avait été interdit suite à la crise de la vache folle il y a 2 ans. Sa commercialisation est à nouveau autorisée, mais seulement pour les veaux nés après janvier 2002 et nourris du lait de leur mère. Et du veau, on passe au lapin, cloné pour la première fois. C'est une équipe française qui a réussi cette première, qui pourrait offrir des perspectives à la recherche sur certaines maladies graves. Delphine Orviller, Aurélie Legrand. Ce lapin n'en croit pas ses oreilles, son voisin et sa copie conforme. Dans ce laboratoire, les chercheurs ont réussi pour la première fois à cloner l'animal. Il rejoint ainsi le club des clones après moutons, vaches, chèvres, porcs, chats et souris. Cette fois, au-delà de la performance, c'est une avancée importante pour la recherche médicale. Le lapin développe des maladies proches de celles de l'homme. Le lapin pourrait se révéler un bien meilleur modèle. Par exemple, comme modèle de la mucoviscidose, puisque l'on sait que le gène de la mucoviscidose chez le lapin est très proche de celui de l'homme, beaucoup plus proche que ne l'est celui de la souris. Les lapins clonés et atteints de mucoviscidose pourraient permettre d'en savoir plus sur la maladie génétique la plus fréquente en France et qui touche l'appareil respiratoire.
Les bronches à l'état normal sont tapissées d'un léger film de mucus. Dans la mucoviscidose, ce mucus très épais obstrue le passage de l'air et entraîne le développement de microbes très dangereux. On va aller faire la séance de kiné. Grâce au modèle animal, on pourra tester des médicaments et d'autres types de traitements comme la thérapie génique pour améliorer les conditions de vie des malades. Les premiers clichés réalisés par le satellite Envisat, lancé à Kourou le 1er mars dernier et voué à la recherche sur l'environnement, on en avait parlé ici même. Image de la côte mauritanienne en vert dans l'océan. Vous l'avez vu, ce sont les concentrations de plancton. Et à propos d'environnement, le nouveau défi de Jean-Louis Etienne, dérivé avec les glaces du pôle Nord, seul pendant 3 mois. L'explorateur part vendredi. Claudine Gilbert, Gilbert Usan. L'Arctique, c'est son univers. Il l'a exploré à pied et en bateau. Dans quelques jours, Jean-Louis Etienne y retourne. Seul pendant 3 mois, il va dériver sur 500 km au rythme de la banquise. C'est une force naturelle vivante, c'est quelque chose qui est actif, c'est un monstre froid, ça bouge, ça grince, ça craque, ça se soulève. Pour l'affronter, un vaisseau futuriste de 6 mètres carrés, voici Polar Observer, à la fois laboratoire scientifique, outil de communication et moyen de transport. Avant le départ, Jean-Louis Etienne s'adresse aux jeunes sur les ondes du Move à Radio France. Il y a un militantisme qui est le mien, qui est un militantisme pédagogique, de sensibilisation, de manière à ce que les jeunes prennent conscience de la fragilité planétaire, de manière à ce que dans le futur, quand ils seront en situation de décision, qu'ils puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Pour décrypter la mémoire de la planète figée dans la glace et analyser les changements climatiques, il va multiplier les prélèvements. Au-delà de cette aventure scientifique, Jean-Louis Etienne répond à l'appel du Grand Nord. C'est une vie monacale pendant 3 mois, mais ce sont des choses que je recherche aussi, que j'aime bien. Ce sont des lieux de réflexion qui sont assez nourrissants, qui sont dépouillés, mais qui sont enrichissants. Et je suis content de partir. Ouais. Le 5 avril, les horizons glacés lui feront oublier le murmure de la ville. En attendant, l'explorateur du froid se rassasie de sensations printanières. On ne va pas passer un week-end de Pâques sans parler de chocolat. Pour cette exposition au Trianon Palace à Versailles, les maîtres pâtissiers ont vu les choses en grand avec des œufs de plus d'1 mètre de haut. Reportage Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Boussert. Si pour certains, Pâques offre l'opportunité de se faire baptiser, pour les maîtres chocolatiers, c'est surtout l'occasion de créer. D'ailleurs, à ce propos, admirez le boulot des Picasso du cacao. Très joli. Très joli. Je dirais même que les œuvres sont belles à croquer. Oui, mais voilà, interdiction de déguster. Ici, il faut juste regarder sans toucher. Moi, je me rapproche pour sentir l'odeur des chocolats. Si tout cela commence à vous titiller les papilles gustatives, sachez qu'à ce niveau d'artisanat, faire du chocolat, c'est pas du nougat. Aujourd'hui, c'est très à la mode d'utiliser des purs crus. Mais les purs crus, je dirais que tout le monde peut le faire. Mais les mélanges, l'assemblage des goûts, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus de travail, plus de recherche. Et ça, c'est un art. Un art si fragile et délicat qu'il suffit d'un rien pour que patatras, l'œuf tombe du plat. Tenez, regardez, il y a vraiment de quoi être désolé. Allez, faut pas rester. Une dernière petite photo pour immortaliser l'acte du Gorée. Et on file avant de se faire gauler. De toute façon, c'est Pâques, on sera sûrement pardonné. Et pour information, en France, nous consommons chaque année 7 kilos, un tout petit peu plus de chocolat par personne. C'est plus que les Italiens, c'est moins que les Autrichiens, les plus gros croqueurs d'Europe. Après les œufs, les poissons, question qu'est devenue la tradition du canular du 1er avril, tradition qui remonterait à Charles IX. Dans les médias français, en tout cas, on est de plus en plus sérieux. Il faut remonter un peu le temps pour trouver les plus beaux spécimens de poissons. Florent Muller. Eh bien oui, c'est hier soir, mardi 31 mars, qu'a eu lieu, comme chaque année, le bal annuel des scaphandriers par 15 mètres de fond dans le bassin numéro 4 du port de Dunkerque. Oh combien le gros malin, combien de croque-mitaines ont péri harponnés, victimes innocentes d'invertébrés ovipares capables de vous flanquer les maxillaires en plotte, le saint patron des canulars, j'ai nommé sa majesté le poisson. Cette tarte à la crème printanière, véhiculée par de savants crocheteurs, enguirlande nos cols de veste, dandinant de la nageoire au vu et au su de nos narquois semblables.
Les canards complices lui ouvrirent leurs ailes et leurs colonnes en une approche digne d'Emmanuel Kant, appréhendant le rire comme un contraste entre ce que nous attendons et ce qui se produit. On manifeste depuis hier ici sur la place d'Armes, depuis que les Versaillais ont appris qu'une partie du château de Versailles allait être transformée en immeuble à loyer modéré pour accueillir des logements HLM. Il y a du pétrole à l'étoile. Déjà, une société s'est constituée, la RATP, Régie Autonome des Travaux Pétroliers. Mais dites-moi, monsieur Badripo, si vous ne trouvez pas de pétrole, vous reboucherez tout ça? Oh non, sûrement pas. On laissera tout comme c'est, et on en fera une station de métro. Histrion burlesque, le poisson est donc un être subversif haïssant les viviers. Trop systématique, on finit par en avoir plein le dos. Aujourd'hui démodé, l'heure est venue pour lui de refaire surface, quitte à se faire souffler dans les branchies. Et ça avait du bon aussi d'être un peu moins sérieux. L'ouverture du Festival du film de Paris, image d'Isabelle Adjani, présidente d'honneur du festival, qui a ouvert donc la compétition au programme de cette première soirée. Parle avec elle, le dernier film de Pedro Almodovar. On a aperçu Géraldine Chaplin, présidente du jury. Plus de 150 000 spectateurs sont attendus pour cette 17e édition, jusqu'au 9 avril. Et puis un rappel pour les amateurs de théâtre et les amateurs de grandes soirées de spectacle, tout de suite après ce journal, la 16e nuit des Molières, image ici en direct du théâtre Mogador, où la cérémonie sera présidée cette année par Jean Piat. Avant de se quitter, retour au Proche-Orient avec cette information que nous vous donnions dès le début de ce journal. Un nouvel attentat à Jérusalem-Ouest. Le kamikaze, semble-t-il, souhaitait porter sa bombe au centre de Jérusalem. Il a été intercepté avant. Sa bombe a explosé lorsqu'il a été contrôlé par les policiers. Il est mort dans l'explosion. L'un des policiers est dans un état grave. Fin de cette édition, à suivre la météo, Patrice Drevet, toujours le soleil, l'info sur France 2, 1h10, dernier journal F Mété, après donc la nuit des Molières, dès 6h30 Télématin, Françoise Laborde recevra Jean-Pierre Chevènement dans les 4 vérités. On se quitte avec ces images d'un drôle de sport, une course de caravane. Le Grand Prix était organisé en Angleterre, au nord de Londres, façon pour les conducteurs peut-être de se défouler après les embouteillages du week-end. À demain.